Ok. On passe au TD. J'espère que vous avez pu récupérer la fiche de TD. Sinon, c'est pas très très grave en fait, parce que je vais le faire au tableau. Donc, l'idée du début des partiels et des examens, par exemple, c'est de vous demander, c'est d'essayer de comprendre si vous avez assimilé qu'est-ce que c'était le pi-calcul et comment les choses se réduisaient, comment ça fonctionnait en termes de sémantique. Et donc c'est des exercices de réduction. On vous donne des termes, on vous demande de les réduire. D'accord. Et donc c'est pour si vous avez compris, c'est un peu fastidieux, mais ça permet de voir où vous en êtes avec le formalisme et la manipulation de syntaxe formelle. C'est ce qu'on va faire ici. Et puis on va traiter dans l'ordre les différents pi termes et on va regarder comment on peut les réduire. Donc P1 c'est a de x.x bar parallèle a de x.x parallèle a bar de b parallèle a bar de b. Bon, ça doit ressembler un peu à des choses de CCS. Et puis vous vous rendez compte que il y a cette soupe, c'est quoi? C'est 4 sous-processus. Chacun des sous-processus euh, c'est 4 sous-processus. Il y en a un qui écoute sur A, un qui écoute sur A, un qui écoute sur A bar, un qui écoute sur A bar. Donc j'ai deux processus qui écoutent sur A et deux processus qui écoutent sur A bar. Si vous avez compris déjà ce qu'on faisait en CCS et la dualité des actions, normalement vous vous rendez compte que, euh, que vous avez quatre possibilités. D'accord. Soit vous avez ce A là qui va jouer avec ce A bar, soit vous avez ce même A qui va jouer avec ce A bar là, soit vous avez ce A là qui va jouer avec ce A bar là, soit vous avez ce A là qui va jouer avec ce A bar là. Et alors si vous êtes malin, vous vous rendez compte que, les possibilités rouge et bleu sont les mêmes, et les possibilités vertes et jaunes sont les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ici on a deux processus qui sont strictement identiques. Donc si on a un qui joue avec un A et l'autre qui reste, c'est la même chose que s'il y en a un, si l'autre joue et un qui reste. D'accord. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, ça veut dire que soit je fais la réduction rouge qui est la même que la réduction bleue, soit je fais la réduction verte qui est la même que la réduction jaune. Alors on peut se poser la question de lors d'un examen, comment on doit présenter les réductions d'un processus. Moi j'aime bien le graphe de réduction. D'accord. Alors attention, hein, première chose, c'est vous trompez pas. Quand on vous demande les réductions d'un processus, ne me donnez pas ces transitions. Hein. Commencez pas à partir sur il est capable de faire A pour recevoir je sais pas quoi, etc. Quand c'est des processus de pi-calcul, c'est rare que je vous demande leur transition. D'accord. Donc on oublie les transitions et on s'intéresse plutôt aux réductions. Il vous suffit de lire l'énoncé, souvent c'est écrit dans l'énoncé. Donc si je suis sur la transition ou la réduction ou le taux rouge, j'ai lui qui réduit avec lui. Donc ce qui va se passer, c'est que lui et lui, j'y touche pas, il reste dans la soupe. Donc il va me rester un a de x.x et il va me rester un a bar de b. Par contre, lui, il a joué avec lui, donc il devient sa continuation. Sa continuation, elle est vide. Donc en fait, lui, il disparaît, et lui, il a joué avec lui, donc il devient sa continuation, dans lequel la variable est remplacée par le message. Donc dans lequel x est remplacé par b. Et donc il devient b bar ici. A l'inverse, si j'avais joué la réduction verte ou jaune, lui restait dans la soupe, ce a de x.x bar. Lui, le x était instancié par soit celui-là, soit celui-là, et devenait un b. Et il restait un des deux, il n'y en a qu'un seul que j'avais consommé pour jouer avec lui. D'accord. Donc là, si jamais vous n'arrivez pas à comprendre un point de ce que je suis en train de raconter, il faut le dire tout de suite parce que c'est le prérequis pour faire la suite. C'est de comprendre comment se réduisent
ces processus. Donc s'il y a quelque chose, vous dites, je comprends pas pourquoi ça se réduit, je comprends pas pourquoi ça se réduit pas comme ça, alors il faut poser la question tout de suite. En espérant que vous m'entendez toujours sur le Zoom. Ok, merci. Donc là, une fois que je suis dans ce processus-là, qu'est-ce que j'ai? Dans ma soupe, j'ai 3 trucs. Un qui fait du B bar, un qui fait du A, un qui fait du A bar. Donc la seule chose que je peux faire, c'est jouer. Parce que je rappelle, on n'est pas en transition, on est en réduction. Donc je peux pas faire B bar ou. Je peux juste faire des taux, je peux juste faire des réductions. Je vais réduire lui avec lui. Si je réduis lui avec lui, B bar, lui, il bouge pas. Lui, il devient lui dans lequel B remplace X. Donc il devient B. Et lui, il a disparu, parce qu'il a essayé de réduire avec lui. Puis là, vous regardez que si vous jouez ce A là avec ce A bar là, B va être transmis ici, et ça va devenir B bar.B aussi. Et une fois que vous avez B bar.B, vous pouvez faire jouer les deux ensemble, et ça devient 0. Donc c'est une question de comment vous devez présenter ça dans un partiel ou un examen sur votre copie. J'aime bien le graphe. Hein. Ça prend beaucoup de place sur vos copies. Bon, généralement, c'est pas vous qui les fournissez, mais ça prend beaucoup de place sur votre copie, mais au moins on voit bien ce qui se passe. Sinon, vous m'écrivez avec des choses comme ça, du type, vous écrivez P1 en entier et vous dites flèche et vous écrivez quelque chose comme ça. Mais du coup, s'il y a un branchement, vous êtes obligé de faire un truc pour dire qu'il peut se réduire comme ça aussi. Ce que vous ne devez pas me faire, c'est égal. Hein. Je vois beaucoup de gens qui, chaque année, qui écrivent égal, égal, égal. C'est pas égal, d'accord? C'est une réduction. Il y a une étape de calcul entre les deux, donc c'est pas une égalité. C'est une transformation. Alors le deuxième processus, c'est nu-C. Et sous ce nu-C, il y a un A bar de C et un C. Et en face, il y a un B de X et un X bar. Et alors là, qu'est-ce que je peux faire? Mon processus est une soupe qui contient 3 choses. 2 choses pour lesquelles le nom C est restreint. Un qui envoie C sur A et un qui reçoit C. Celui qui reçoit C, si le nom C est restreint, il ne va pas se passer grand-chose avec l'extérieur. Hein. Et un bonhomme qui écoute sur B. Et donc là, vous comprenez que ce processus, il ne se réduit pas. D'accord? Si on a un qui envoie sur A, un qui écoute sur C, qui est restreint ici, et un qui écoute sur B, aucune chance que le processus se réduise. Alors regardons le suivant, plutôt, qui est quasiment le même, sauf que le B est remplacé par un A. Et là, c'est plus intéressant, parce qu'ici, on a... attendez. Ici, on a un processus qui envoie sur A, et ici, on a un processus qui reçoit sur A. Donc il peut évidemment se passer une réduction entre lui et lui, mais pour pouvoir faire une réduction, il faut que les deux soient côte à côte. Or là, ils ne sont pas côte à côte, parce qu'il y a cette parenthèse du nu qui empêche ce A d'être à côté de celui-là. Alors c'est pas grave, parce qu'on peut utiliser les lois de la congruence structurelle pour dire que cette chose-là est égale, alors enfin est congrue structurellement, à cette chose-là, un bar de C parallèle A de X, point X bar. Et pourquoi j'ai le droit de dire que ça est égal à ça? Si vous vous souvenez du cours, j'ai le droit de le dire parce que la partie droite ne parle pas de, du nom C. Hein, si je suis ici, cette ligne-là, et si jamais Q ne parle pas de A, s'il n'y a pas de A dans Q, alors j'ai le droit de rentrer Q à l'intérieur de la parenthèse. Donc c'est ce que je fais ici. Ce truc-là ne parle pas de C, donc je le rentre à l'intérieur de la parenthèse. Et maintenant qu'il est rentré à l'intérieur de la parenthèse, c'est bien, ils sont côte à côte, ce A bar et ce A. Donc maintenant qu'ils sont côte à côte, j'ai le droit de faire une réduction. Donc ce truc-là se réduit en le nu C ne bouge pas, lui disparaît, le C là ne bouge pas, et le X ici va être instancié par C, donc je vais récupérer un C bar. Là, j'ai un C à côté d'un C bar, donc je peux faire une réduction, et j'obtiens nu C 0, et on a dit, hein, ça doit être encore ici, que nu C 0, c'est congru structurellement à 0. Donc vous n'êtes pas obligé de les écrire,
c'est congru structurellement, vous pouvez écrire directement les réductions, d'accord? Mais en les écrivant, on voit quelle manipulation du terme on a dû faire pour qu'il soit prêt à être réduit, d'accord? Mais comme c'est une égalité de différentes écritures pour le même processus, vous pouvez écrire directement une flèche qui part de là et qui va là, on comprend tout à fait que ça marche. De la même manière, vous pouvez écrire directement que ce truc-là se réduit en 0. Si on avait AY.Y, est-ce qu'il faut penser à un renommage? Non. A2C.C. Ah oui, alors là, donc pour le coup, c'est une très bonne question, effectivement. Si mon processus c'était ça, alors, ce processus-là, il se trouve que c'est le même que celui-là. D'accord? Alors, j'ai remplacé le X par C. C'est le même processus. C'est-à-dire, ici, j'ai un nom privé C, et j'ai quelqu'un qui veut envoyer C sur A et recevoir C. Et ici, j'ai un nom qui reçoit une variable qu'il a décidé d'appeler C. Hein, ben, vous aussi, vous faites ça quand vous programmez, vous faites des fonctions qui reçoivent un X et puis plusieurs fonctions différentes, vous mettez X aussi. Hein, on ne se force pas dans la vraie vie à utiliser des conventions de bar and direct, sinon ce serait insupportable. Et qui ensuite fait ce C-bar. Et ce C-bar là, évidemment, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Ce C-bar là, il fait référence à ce C là, et pas du tout à ce nu C là, puisque ce nu C là, il est juste devant cette chose là. Hein, si vous voulez, il y a des parenthèses comme ça. Donc, euh, donc effectivement, si je suis dans ce cas-là, je ne peux pas faire rentrer cette chose-là à l'intérieur du nu C, puisque ce truc-là parle de C. Hein. Donc je ne peux pas faire cette chose-là. Donc vous avez tout à fait raison. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord un renommage, une alpha conversion, en disant je vais en renommer un des deux. D'accord? Vous pouvez renommer celui que vous voulez. Par exemple, celui-là en A de z.zbar. Et à ce moment-là, vous faites la même chose qu'ici. Ou alors, vous pouvez aussi le renommer en ud à barre de d, parallèle d, et lui garder le ac.cbar. Donc c'est très bien d'avoir fait cette référence. Effectivement, si ici on avait un a de c.cbar, on avait deux variables liées, celle-là et celle-là, qui étaient différentes et qui avaient le même nom. Donc on ne respectait pas les conventions de Baron-Drake qu'on a données. Et donc on en renomme une des deux pour pouvoir ensuite manipuler correctement notre terme. Donc très bien, bonne remarque. Et ça permet de faire ce qu'on a fait. Voilà, super. Alors on continue. Et on a, alors, bang a de x, point b bar de x, parallèle b de z, parallèle a bar de v, parallèle b de y, point a bar de y. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va prendre la sémantique habituelle de l'input répliqué, d'accord? Et donc on va voir ça comme un serveur qui attend de recevoir quelque chose sur A. À chaque fois qu'il reçoit quelque chose sur A, il reste dans la soupe entièrement, mais il fabrique une copie de sa continuation dans lequel ce qu'on a reçu instancie X. Donc lui, si vous voulez, il a une barbe sur A. Il est capable de recevoir du A. Lui, il est capable d'envoyer sur A. Lui, il est capable de recevoir sur B. Donc là, pas de secret. J'ai ici quelque chose qui est capable de recevoir sur A et quelque chose qui est capable d'envoyer sur A. Donc je vais faire une réduction. Si je fais une réduction, alors, comme c'est un input répliqué, dans le cas de la réduction avec un input répliqué, je persiste, je fais persister l'input répliqué. Donc lui, il va rester dans la soupe, tel qu'il est, prêt à pouvoir réagir avec d'autres, et il va fabriquer une copie de sa continuation dans laquelle V va remplacer X. Donc je vais avoir B bar de V et B de Z. Lui a disparu, il n'a pas de suite, et lui reste. Donc j'ai B de Y, A bar de Y. Bon, peut-être je vais mettre ma flèche comme ça, plutôt que comme ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, je regarde ce qui se passe.
Ici, j'ai quelque chose qui reçoit du A. Hein, c'est le serveur de tout à l'heure. Les serveurs, une fois qu'on les a mis dans la soupe, ils restent pour toujours. On ne peut pas les enlever. Donc ils persistent. Donc il me reste le truc là qui persiste, qui est toujours prêt à recevoir du A. Il me reste un truc qui envoie du B, un truc qui reçoit du B, un truc qui reçoit du B. Du coup, j'ai deux possibilités, ce B bar avec ce B, ou ce même B bar avec cet autre B. Si je choisis de faire le rouge, qu'est-ce qui se passe? Lui reste, hein, il est spectateur, il ne participe pas à la réduction. Donc j'ai un B bar de X, B de Z. Si je fais le rouge, lui disparaît complètement. D'accord? Lui reçoit V et devient la suite, c'est-à-dire rien du tout, dans lequel V remplace Z. Donc les deux là disparaissent. Si je choisis de faire le rouge, et il me reste B de Y, point A bar de Y. Et là vous voyez que j'ai un processus qui est deadlock, parce que j'ai une moitié qui reçoit sur A, une moitié qui reçoit sur B, donc je ne peux pas me réduire plus. Si j'avais choisi de faire la réduction bleue, qu'est-ce qui se serait passé? Lui, on a dit, pas de secret, c'est un input répliqué, donc un genre de serveur, et donc c'est quelque chose qui reste persistant. Lui a disparu, parce qu'il a joué avec lui est spectateur, on n'y a pas touché, donc il reste PZ, et lui devient sa continuation dans lequel Y est remplacé par V, donc il devient A bar de V. Est-ce que je suis bloqué là? Non, parce que j'ai un A bar et toujours mon serveur qui attend sur A. Donc je peux faire cette réduction. J'ai dit que mon serveur, j'y touchais pas. Enfin, j'ai pas dit que j'y touchais pas, mais j'ai dit qu'il persistait. À chaque fois que je l'utilisais, il reste disponible. Donc il reste disponible, mais il fabrique une copie de sa continuation dans lequel le message remplace la variable. Donc ça va fabriquer un B bar de V, B de Z, et il reste ce B de Z qui est là depuis tout à l'heure. D'accord? Et à ce moment-là, j'ai un truc qui écoute sur A, un truc qui émet sur B, deux trucs qui écoutent sur B. Donc je fais soit celui-là, mais vous êtes d'accord que c'est les mêmes. Hein, et je récupère la réplication. Je vous ai dit, la réplication, elle partira jamais. On ne peut pas l'enlever une fois qu'elle est là. Elle persiste. Celui a disparu, il y a un des deux qui a disparu, et il me reste ça. Et à ce moment-là, je suis bloqué. D'accord? Donc là, j'ai ma réplication, je l'ai utilisée une fois ici. J'ai récupéré une continuation. Cette continuation, j'avais le choix entre soit l'utiliser avec elle-même, et à ce moment-là, j'étais bloqué, il restait ce gros machin-là, soit l'utiliser la moitié avec le gros machin-là, et à ce moment-là, je récupérais un A-bar, donc je pouvais réutiliser encore une fois ma réplication, et au bout d'un moment, c'est fini. D'accord? Donc ça, il faut bien que vous compreniez cet exemple-là, parce que c'est l'exemple classique d'utilisation d'un serveur, hein, de quelque chose qui persiste, et puis je le contacte pour récupérer une copie, et avec cette copie, j'ai des messages qui pourront me servir plus tard à recontacter à nouveau le serveur, etc. etc. Hop. Alors, le suivant, c'est une tarte à la crème, qu'on verra encore la semaine prochaine quand on fera des systèmes de type, et qu'on a déjà vu quand on faisait du CCS, d'accord, un truc qui revient tout le temps. Donc je fais banga de X à barre de V parallèle à barre de V. Et là, vous voyez ce qui se passe. Lui va jouer avec lui va disparaître, lui va rester, et je vais récupérer une copie de ce truc-là. Et du coup, lui se réduit en lui en une étape. Alors, le suivant, c'est quoi? C'est B de X, point bang A de X bar, parallèle B de Y, point Y bar, parallèle B bar de A, parallèle A bar. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, je reçois sur B, ici, je reçois sur B, ici, je mets sur B, ici, je mets sur A. Donc, deux choses possibles, lui avec lui, ou lui avec lui. Si je fais le bleu, qu'est-ce qui se passe? Lui bouge pas, puisque j'y ai pas touché. Donc, j'ai B de X, point bang A, point X bar. Lui devient Y bar, dans lequel Y est remplacé par A. Donc, il devient A bar. Lui a disparu et il me reste un A bar là. Et là, j'ai quelque chose ici qui écoute sur B, quelque chose qui émet sur A, qui émet sur A, donc je suis bloqué. Si j'avais fait la réduction rouge, qu'est-ce qui se passe?
lui devient ça dans lequel x est remplacé par a, donc il devient ban a.a bar. Lui, j'y touche pas, je n'y ai pas touché. B de y.y bar. Lui a disparu, et il me reste un a bar. Là, j'ai quelque chose qui écoute sur a, quelque chose qui envoie sur a, donc je peux jouer, ça reste, ça disparaît, et je récupère une copie de ça, et donc du coup, lui se réduit sur lui. Donc voilà, ici j'ai un non-déterminisme, qui fait que celui qui parle sur B, là, il peut être écouté soit par lui, soit par lui. S'il est écouté par lui, alors le processus est deadlock. S'il est écouté par lui, alors le processus rentre dans une boucle infinie. D'accord? Donc, non-confluence, non-déterminisme, tout ce que vous voulez. Ensuite, j'ai ban a de x.x.nuc suivi de a bar de c parallèle c bar. Ok. Parallèle a bar de b parallèle b bar. Alors qu'est-ce qui peut se passer ici? Bah lui, le a bar, joue avec lui. Ce truc-là, je vais l'appeler R. Parce que comme ça bouge pas, ça va rester tout le temps dans la soupe. Je lui donne un nom, et comme ça, je suis tranquille. Donc ce truc-là, ça s'appelle R. Donc ça va rester dans la soupe. Et je récupère une copie de la continuation de R dans lequel X est remplacé par B. Donc je récupère B, nu C, A bar de C, parallèle C bar. Et ici j'ai un A bar de B, et ici j'ai un parallèle B bar. Dans R, il y a un nu C. Et ici maintenant, non, pardon, lui, il y en a un qui a disparu quand même. C'est lui. Dans R, il y a un UC. Et là, j'ai un UC aussi. Donc, c'est un peu moche de garder les deux. Donc, je vais en renommer un C0. Lui, ça va être nu C0. A bar de C0. C0. Voilà, donc à l'intérieur de R, il y a toujours le nu C. Et pour pas que le confondre avec ce nu C de la copie que j'ai récupérée, je redonne un nouveau nom. Bon, donc ça c'était égal à ça, et maintenant je peux, enfin c'était congru structurellement à ça, et maintenant je peux jouer ça. Donc R, il est là, je récupère un nu C0, A bar de C0, C0 bar, parallèle B bar. Et alors là l'idée c'est que j'ai un A bar, et dans R j'ai un A. Mais pour les mettre ensemble, il faut que je fasse rentrer le R à l'intérieur de la parenthèse, et là je suis assez content d'avoir fait ça, d'avoir fait ce que j'ai fait ici, parce que si j'avais pas changé le nom, bah, j'aurais été obligé de le faire maintenant, quoi, de toute façon, parce que R parle de C, mais il parle pas de C0, donc je peux le rentrer à l'intérieur de la parenthèse. Donc du coup, ce truc-là, ça devient un nu C0, je vais tout mettre à l'intérieur de la parenthèse, même lui, comme ça il n'y a pas besoin. Je vais tout mettre sous le nu, donc il y a R, parallèle A bar de C0, parallèle C0 bar, parallèle B bar. Et à ce moment-là, je peux jouer lui avec R, et je récupère un nu C0, R, B.nu C, A bar de C, C bar, parallèle. Ah non, B bar il a disparu. Vous l'aviez pas vu ça? B bar ici, il n'existe plus. Je suis bête. Parallèle C0 bar. Et là, c'est plus un B. Hop. C'est un X, donc c'est un C0. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai relancé la machine une fois, et là j'ai un C0 et un C0 bar, mais là j'ai un UC, vous voyez. Et donc le NuC, il existe aussi dans R. Donc je vais renommer, je vais faire nu C0, R, C0, nu C1, pour dire que c'est pas le même que le nu C, puis c'est pas le même que le nu C0 aussi qui existe déjà. A bar de C1, C1 bar, parallèle C0 bar. Et là vous voyez ce qui se passe, c'est que le C0 bar va jouer avec ce C0, le A bar C1 va rejouer avec R, je vais récupérer un nu C2, et à la fin, donc j'ai un truc qui boucle à l'infini, mais à la fin je me retrouve avec, enfin à la fin de l'infini quoi, je me retrouve avec un nu C0, C1, C2, C3, etc. Et ça fait que grossir
chaque fois j'ai mon R et des trucs là-dedans, et à chaque fois je récupère des nouveaux noms, et ils sont différents des noms d'avant, hein, comme on avait vu ici que C0 était différent de C, et à chaque fois ils sont niés ici. D'accord? J'ai du mal à comprendre le R et le B bar. Je vais le refaire je le refais une fois de l'autre côté. Donc j'ai A de x, point x, point nu c, A bar de c, C bar, parallèle A bar de B, parallèle B bar. Donc j'ai ça, et l'idée c'est que vous voyez ce processus-là, il est répliqué. Il y a une réplication devant. Et si vous avez compris l'exemple là, vous vous rendez compte que ce processus répliqué qu'on retrouve ici, on le perd jamais. Puisque comme il est répliqué, à chaque fois qu'on joue avec lui, il fabrique une copie de ça, mais lui il reste. Donc ça veut dire qu'il va tout le temps rester dans la suite. Donc comme j'ai pas envie de le réécrire en entier à chaque fois, puis c'est tout le temps le même à chaque fois, je vais lui donner un nom, et puis, j'écrirai ce nom à la place de lui. Donc ça, à chaque fois que j'écris R, il faut que vous inlinez dans votre tête ou sur votre feuille ce processus-là, exactement cette écriture-là. Ce banga x, point nu c, point nu c à barre de c, parallèle c bar. Du coup, ce que je fais ici, c'est que lui, R, c'est quelque chose, c'est un input répliqué sur A. Donc il peut recevoir des requêtes sur A, et à ce moment-là, il reste, et il fabrique une copie, il spawn une copie de la suite. D'accord? Donc là, j'ai mon A bar, là, j'ai mon A. Ce truc-là, ça se réduit en lui bouge pas, le B bar existe toujours, lui disparaît, parce qu'il a joué avec lui, lui persiste, comme c'est un truc répliqué, je le recopie en entier, et par contre, il spawn une copie ici de lui, dans lequel B remplace X. Donc j'ai un B.nuc parallèle A bar de C, parallèle C bar. Ouais, j'ai ça. D'accord? Mais alors, ici, R, c'est exactement ça. Quand j'écris R, c'est que je veux écrire ça. Et dans ce R, il y a un UC. D'accord? Donc il y a une variable liée C. Et puis ici, comme j'ai récupéré une copie de la suite de R, j'ai aussi un UC. Donc j'ai un UC à deux endroits différents, dans le R et ici. Or, c'est pas le même UC. Hein. Ça, ce que dit cette écriture, c'est que c'est un genre de serveur qui reçoit une requête sur A avec un canal X, puis elle reçoit une synchronisation sur X, puis elle crée un nouveau nom, mais elle crée un nouveau nom à chaque requête, et puis elle fait un A bar sur ce nouveau nom et un C bar sur ce nouveau nom. D'accord? Donc, là, ce NuC, c'est pas le même que celui-là. Donc, pour bien montrer que c'est pas le même, je vais le renommer. Donc, je vais remplacer ce NuC-là par un NuC0, par exemple. Donc, je vais écrire B égale NuC0 de A bar de C0, C0 bar. Et le B bar reste. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire cette réduction-là. Donc j'ai toujours mon R qui est toujours égal syntaxiquement à ça. Et j'ai récupéré un UC0 à bar de C0, C0 bar. Et là, ce que je veux... Là, si vous vous souvenez, ce R là, c'est toujours cette écriture-là. Donc c'est toujours un banga X. Donc c'est quelque chose qui peut recevoir des choses sur A. Et là, j'ai quelque chose qui peut émettre des choses sur A. Donc j'ai envie de les faire communiquer les deux. Sauf que pour les communiquer, il ne faut pas qu'il y ait un nu entre eux. Il faut qu'ils soient tous les deux sous le nu. Donc je fais rentrer mon R sous le nu, en faisant nu C0, et je mets R juste à côté de A bar de C0 et de C0 bar. Ça, j'ai le droit de le faire. Pourquoi? Parce que C0 n'appartient pas à R. Et là, vous voyez que j'ai bien fait de le renommer, parce que j'aurais pas pu écrire C n'appartient pas à R, parce qu'il y a un C dans R. Donc là, j'ai le droit de le faire. Et une fois que je suis là, j'ai un A bar ici et un A qui est là. Donc il va se passer la même chose qu'au-dessus. C'est quasiment la même chose qu'au-dessus, sauf que C0 joue le rôle de B et qu'il y a un UC0 autour de mon processus. Donc ce truc-là, ça va se réduire en nu
nu C0, maintenant qu'il est là, il bouge pas. R il reste à l'infini. Lui a disparu. Le C0 bar, il reste. Mais j'ai récupéré une copie de la continuation de R dans lequel C0 remplace X. Donc ça devient C0.nuC A bar de C parallèle C bar. Super, sauf que ce C là, ce nu C là, il existe aussi, il y a aussi un nu C dans R. C'est le même problème qu'ici, c'est que j'ai deux fois nu C. Donc je vais renommer le nu C là en autre chose pour pas le confondre avec le nu C qui est ici. Et là je peux plus prendre C0, parce que C0 il existe dans mon processus, donc ça respecterait pas la convention de Baron-Drake, donc je vais l'appeler C1, par exemple. Hein. Donc là j'ai toujours un C0, mais ce nu là devient un nu C1. Et du coup j'ai un A bar de C1 et un C1 bar. Là j'ai toujours mon C0 bar, et là il peut se produire ce truc là. J'arrive à nu C0, R, parallèle, nu C1, A bar de C1, C1 bar. Là, c'est pareil que cet endroit-là. J'ai envie de faire jouer ce A bar là avec ce A qu'il y a dans R, sauf qu'ils ne sont pas au même niveau de C1. Donc je vais faire rentrer R sous le C1. Et ça va me faire un nu C0 C1, R, A bar de C1, A bar de C1 bar. Et là, je continue et je fais la même chose ici. Et vous voyez que au fur et à mesure, au fil du temps, je vais récupérer un nombre toujours croissant de nouveaux noms et que je vais avoir quelque chose qui va ressembler à R, qui va toujours rester le même, et je vais avoir des A bar de Cn parallèle Cn bar. Donc ce que j'ai quelque chose qui boucle à l'infini, sauf que c'est pas une vraie boucle, parce qu'à chaque fois je crée, à chaque fois ça se fait sur des nouveaux noms, des noms différents des précédents, et à chaque fois je suis obligé d'inventer. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a un nu sous un bang, on le voit comme un générateur de noms. Parce que comme on est obligé de renommer à chaque fois qu'on récupère une copie, en fait, le nu sous un bang, ce qu'il fait, c'est qu'il fabrique des nouveaux noms à runtime. Donc mettre un nu sous un bang, dans les faits, ça va ça va opérer comme un générateur de noms frais au moment de l'exécution. Et donc dans l'exécution, je vais avoir besoin de nouveaux noms, et donc ça crée des nouveaux canaux sur lesquels communiquer qui sont différents des anciens parce qu'à chaque fois ils viennent d'une copie différente de la réplication et donc sur lesquels on va pouvoir communiquer. Bon, j'espère que c'est un peu plus clair et il m'en reste un. Alors lui c'est quoi? C'est bang A de X point X bar de A parallèle bang B de Y point Y bar de B parallèle A bar de B. Alors je sais plus ce qui se passe. Oui non, bon, alors je vois le genre de truc que c'est. Lui il écoute sur A, lui il émet sur A. Donc lui, comme c'est une réplication, il reste dans la soupe. Lui, les spectateurs, il reste dans la soupe aussi. Lui, il a disparu pour pouvoir jouer avec lui. Mais lui a spawn sa continuation dans lequel B remplace X. Donc j'ai récupéré un B bar de 1. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est ce B bar de là, je peux le jouer avec lui. Lui va rester, lui va rester, lui va disparaître, et je vais récupérer une copie de Y bar de B dans lequel A remplace Y, c'est-à-dire un bar de B. Donc là, j'ai deux processus, un qui se réduit dans l'autre, l'autre qui se réduit dans l'un, et donc j'ai une boucle infinie. Bon. Voilà. Donc comme je disais, on va en refaire probablement la prochaine fois. Si vous avez accès aux annales d'examen, vous voyez que ça commence toujours la partie pi-calcul par des réductions de termes de pi-calcul. Et en gros, c'est ça qu'il faut faire. Donc il n'y a pas tant de subtilité que ça. Une fois que vous avez compris
que c'est pas des égalités, mais que c'est des réductions. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, etc., il reste qu'une seule subtilité possible, c'est les histoires de noms liés, de nus, et de comment on fait quand on se déplace, quand on doit renommer des nus. C'est la seule subtilité. Le reste, c'est des choses que, si vous avez compris les principes de base, vous êtes capable d'appliquer. Et n'oubliez pas que c'est non déterministe, donc quand il y a plusieurs possibilités, il faut que vous montriez que vous avez exploré toutes les possibilités. Voilà, alors on passe à la suite. Alors, intéressant, un exo de modélisation. Donc on va utiliser le pi-calcul pour modéliser des choses. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Donc, on va utiliser le pi-calcul pour modéliser un serveur qui calcule une fonction f des entiers et qui renvoie son résultat à l'appelant. Donc, on veut modéliser un serveur qui calcule une fonction et renvoie son résultat. Alors, comment on peut faire pour modéliser un serveur? On a dit qu'on utilisait une réplication. Donc, il faut qu'on utilise une réplication. Et puis, il faut qu'on trouve une réplication sur quoi, hein, qu'est-ce qu'on va... Donc on reçoit quelque chose, et donc ce qu'on reçoit, on le reçoit sur le canal du serveur. On va appeler S le canal du serveur. Et sur S, on reçoit un entier, N, et on doit renvoyer le résultat F de N à l'appelant. Donc on va dire qu'on va répondre sur le canal R la valeur F de N, par exemple. Donc l'idée, c'est de se dire, mon serveur, il ressemble à ça. On le contacte sur le nom S, et on lui envoie un entier. Il reçoit un entier, il reste disponible, parce que c'est un serveur, et il envoie la réponse sur le canal de réponse R, qui est F de N. Donc si je prends, donc lui je l'appelle S, mon serveur, et si je prends un client, que j'appelle C1, qui est défini par j'envoie au serveur la valeur 42, et ensuite je reçois un résultat Y, et après je modélise pas la suite parce que je modélise que les informations à distance, mais vous pouvez imaginer qu'il y a du print, du machin, etc., qui n'apparaissent pas en pi-calcul, hein, parce que le pi-calcul, comme CCS, ça montre que les opérations visibles et observables, donc les interactions entre les processus, mais si je modélise mon client, je vais juste modéliser la partie de il demande une question au serveur, il reçoit la réponse. Et je ne vais pas modéliser tout ce qu'il fait de la réponse, sauf si c'est des messages à d'autres choses, etc. Je modélise que les messages. Donc je suis assez content de moi. Et puis voilà, donc Hakim, vous avez tout de suite compris ce à quoi je voulais vous amener. C'est si jamais j'ai un autre client qui lui envoie la valeur 0, par exemple, et reçoit la réponse ici sur R. Vous comprenez ce qui se passe. Ici, si je mets S à côté de C1 et à côté de C2, alors je peux en deux coups de réduction, c'est-à-dire lui se réduit une fois et lui se réduit une fois, récupérer S, hein, S il sera toujours là, un R bar de F de 42, qui a été produit par ça, un R bar de F de 0, qui a été produit par ça, la continuation de C1, qui est R de Y, la continuation de C2, qui est R de Z. Et là, vous voyez ce qui se passe. Il n'y a rien qui m'empêche que ce F de 42 là, il arrive ici, et que ce F de 0 là, il arrive là. Il peut y avoir un mismatch entre les réponses, parce que le canal R, c'est un canal global, si vous voulez, qui est connu par tout le monde, et il n'y a pas
de manière ici de track la réponse. Lui, il envoie 42, mais si lui envoie 0, il n'y a pas de manière d'empêcher ce y d'être instancié par f de 0. D'accord? Si une fois qu'il y a les deux trucs là, bah, les deux possibilités sont possibles, soit lui va avec lui et lui va avec lui, soit l'inverse. Et dans ce cas-là, on a un mismatch. Donc on ne modélise pas bien un serveur qui répond à son appelant si on utilise un canal global. Donc il faut changer ça et il faut faire quelque chose de plus malin. Et vous avez raison, c'est qu'on va faire un serveur qui reçoit son canal de réponse. Et du coup, ça va tout le temps être comme ça, la définition de serveur de calcul en pi-calcul. On va faire l'adresse, si vous voulez, son canal, c'est l'adresse sur laquelle on le contacte. On va lui envoyer un entier, on va lui envoyer un entier et un canal de retour. Et il va renvoyer la réponse sur le canal de retour. Du coup, si je mets un client C1, lui, il va se faire son propre canal de retour qu'il va appeler petit C1 par exemple, et il va contacter le serveur en disant je te contacte avec la valeur 42 et mon canal C1. Et ensuite, je récupérerai la réponse non pas sur R, mais sur C1. Et le deuxième client C2, il se crée un canal privé C2 et il envoie 0 et son canal C2 et ensuite il attend la réponse sur C2. Et du coup, si vous mettez S en parallèle de C1, en parallèle de C2, en deux étapes, vous pouvez vous réduire en nu C1, nu C2, je les mets devant, hein, parce que pour que tout le monde soit au même niveau, S, parallèle, parallèle, c'est plus R bar maintenant, mais c'est C1 bar de F de 42, C2 bar de F de 0, C1 de Y, C2 de Z, et là vous voyez qu'il n'y a plus de problème. D'accord? Forcément, le F de 42, il va instancier Y, parce qu'ils sont sur le canal C1 qui est différent de C2, et le F de 0 va instancier Z, puisqu'ils sont sur le canal C2 qui est différent de C1. Donc c'est ça le réflexe que vous devez avoir quand vous pensez modélisation de serveur, c'est si vous voulez que la réponse arrive au bon client, vous devez passer dans la requête du serveur le canal de retour avec lequel le serveur doit contacter le client. Donc voilà comment on fait quelque chose d'assez simple. Et maintenant, on va faire un serveur qui calcule une autre fonction des entiers, mais qui calcule g rond f, si vous voulez. Donc on va faire... alors g rond f, j'ai jamais su dans quel sens il faut faire les ronds, mais qui calcule g de f de n. Et pour calculer f de n, elle va utiliser le serveur de tout à l'heure. Donc l'idée, c'est qu'on a un serveur S, et on doit écrire un nouveau serveur, on doit écrire une manière de utiliser le serveur S pour calculer g de f de n, en sachant qu'on sait calculer localement g. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un nouveau serveur qu'on va appeler sur S', par exemple, avec un entier m et un canal de retour. Bon, peut-être, maintenant que je suis parti dans les primes, je vais prendre un entier n' et un canal de retour R'. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est contacter S avec n', récupérer f de n' et contacter g localement. Donc je veux appeler f, mais à distance. Je veux que ce soit le serveur S qui le fasse. Et... attendez, qu'est-ce que j'appelle S'? Peut-être c'est ça que je vais appeler S'. Donc je veux contacter le serveur S à distance pour calculer la fonction f à distance. Et ensuite, sur place, je lui applique la fonction g. Donc je contacte j'envoie sur un canal C, par exemple,
je vais faire S bar de N' et C. Et ensuite, je vais récupérer le résultat sur C. Donc je l'appelle Z, par exemple. Et je vais envoyer sur R', G de Z. Donc là, ça a l'air pas mal. Souvenez-vous, S, c'était ça. S, c'était bang S N R R bar de F de N. Donc là, j'ai S, et là j'ai S', et S', il utilise S. Vous voyez? Je reçois un entier N' et un canal de retour M'. Je contacte le serveur S avec N' et un canal C. Je récupère la réponse de S sur mon canal C. D'accord? Et ensuite, je prends cette réponse, je lui applique la fonction G, et je l'envoie sur le canal de retour M'. Donc évidemment, il ne faut pas que C puisse m'être volé par quelqu'un d'autre, donc il faut que j'ai un nom privé C à moi, c'est mon nom privé, sur lequel je vais contacter le serveur S, c'est le nom privé du serveur S' pour contacter le serveur S. D'accord? Donc imaginez maintenant que j'ai C1 qui est nu C1 S' de 42 C1 de Y, et C2 qui est nu C2 S' de 0 et C2 de Z. Alors, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Et si je vous pose la question, c'est plutôt que ça marche pas. Est-ce que vous arrivez à dire qu'est-ce qui va pas dans l'écriture de mon serveur S'? Si je le mets avec deux clients côte à côte, est-ce qu'il risque d'avoir un mismatch dans les réponses? Est-ce que je vais bien récupérer dans Y G de F de 42? Est-ce que je vais bien récupérer dans Z G de F de 0? Ou est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous arrivez à voir le problème ici? Donc j'ai toujours mon serveur S initial. J'ai créé un nouveau serveur S' qui a son nom personnel pour contacter S. Il reçoit des choses ici. Il contacte le serveur S sur son nom avec l'entier qu'il a reçu, son canal privé pour récupérer les informations. Il écoute sur son canal privé, récupère les informations et enfin renvoie le résultat au client. D'accord? Donc si jamais je mets S en parallèle avec S', en parallèle avec C1, en parallèle avec C2, est-ce que je suis sûr qu'à la fin, dans Y, je récupère G de F de 42, et dans Z, je récupère G de F de 0? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un problème? Alors très bien, Kim. J'ai l'impression que ceci, c'est le canal que le serveur prime me envoie au serveur. Oui, que le serveur prime envoie au serveur. Tout à fait. Vous avez raison, votre intuition est bonne. Ce problème, c'est ce canal-là. Donc là, je l'ai mis qu'il était privé. Donc ça, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'un autre serveur ou un autre client ne peut pas utiliser le même C pour contacter le serveur initial. Par contre, il va y avoir un problème si on a deux requêtes à S' en même temps. J'ai mes deux clients C1, C2 qui vont parler en même temps à S'. Donc je vais avoir un truc du genre nu C1 C2 C, et je vais avoir toujours S et S', ça bouge pas. Je vais avoir C1 de Y, C2 de Z, mais je vais récupérer deux copies de ce truc-là. Une qui va être S bar de 42 C1 point C de Z. Non, pardon, c'est pas C1, c'est C. 42 C, C de Z, C1 bar de G de Z. Et l'autre qui va être S bar de 0 C, C de Z, C de bar de G de Z. Donc là encore deux étapes. Donc j'ai mes nus
j'ai S, S', C1 de Y, C2 de Z. Ici, j'ai CS bar, donc j'ai toujours C de Z, point C1 bar de G de Z, C de Z, point C2 bar de G de Z. Et j'ai contacté deux fois le serveur initial, donc j'ai un R bar, j'ai un C bar, pardon, de F de 42 et un C bar de F de 0. Et là, le problème, il est ici, c'est que les deux instances de mon serveur S' attendent une réponse du serveur S sur le même canal C. Et donc, si jamais ça se fait en même temps, et c'est le but de la concurrence, c'est de faire les choses en même temps, alors vous avez ces deux réponses, S est contacté deux fois sur le canal C, il y a deux réponses sur le canal C qui vont partir, laquelle va ici, laquelle va là. D'accord ? Il peut y avoir un mismatch entre les deux. Donc c'est pas suffisant d'avoir un canal privé pour contacter le serveur S, il faut que chacune des requêtes contacte le serveur S sur un canal différent. Et donc la solution, c'est de mettre le nu C à l'intérieur du nu. C'est-à-dire par exemple ici, ou ici si vous voulez. Non, bah ici, pardon, juste avant là. Et donc là, vous avez un nu à l'intérieur d'un bang, et donc à chaque fois que vous dépliez votre bang parce que vous jouez avec, donc que vous récupérez, que vous spawnez cette chose-là, vous spawnez un nouveau nu C machin, et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'un nouveau nu C, c'est un non C frais. C'est-à-dire que vous devez le renommer par rapport au nu C de la réplication. Donc la première fois que vous contactez votre réplication, ça va fabriquer un C0, puis la fois d'après, un C0'. Je ne vais pas prendre C1 et C2 parce que pédagogiquement je vais rater, je les ai pris ici. Mais à chaque fois, vous créez un nouveau nom de canal. Donc la bonne écriture du serveur S', c'est bang S', je reçois un N', je reçois un R', je crée un nouveau nom C, je contacte le serveur S avec ce nouveau nom, et ensuite je continue. Et là, il ne peut plus y avoir de mismatch entre les deux choses. Donc là, normalement, c'est des choses qui sont plus faciles à comprendre pour vous que toutes ces histoires de bisimulation, d'accord ? C'est des choses de programmation, et entre autres de programmation concurrente avec comment je fais pour pas avoir de mismatch et pour être sûr que une chose une chose reste privée et il peut pas y avoir une interférence avec une autre partie du code. Alors, un serveur qui calcule la factorielle récursivement, alors ça dépend évidemment à quel niveau on se place en termes de ce qu'on a le droit de faire ou pas. Typiquement, vous allez avoir quelque chose du type vous m'appelez sur le canal fact avec un entier n, et là, pour le coup, un entier n, et bien sûr un canal de retour R, et là il faut pouvoir faire une discussion. Donc on va utiliser les gardes. Je vous ai montré rapidement à la fin du cours que dans le livre sur le pi-calcul, il y avait des gardes. Et en gros, pour pouvoir programmer ici, on va dire est-ce que n est égal à 0 ou pas. D'accord, c'est un peu l'idée de... On va faire un plus gardé. Donc le plus gardé, il nous dit on fait soit ce qu'il y a du côté gauche du plus, soit ce qu'il y a du côté droit du plus, mais on a le droit de progresser dans un côté que si la garde est vraie. D'accord ? Ça, c'est pas vraiment du pi-calcul, c'est juste une surcouche qu'on rajoute par au-dessus pour pouvoir exprimer ce qui se passe dans des cas de programmes concrets. Donc j'ai un n égale 0 ici. Si n vaut 0, qu'est-ce que je fais ? Sur le canal de retour, je renvoie factoriel de 0, c'est-à-dire 1. Si n vaut pas 0, qu'est-ce que je fais ? Je crée un nouveau canal C. Je m'appelle moi-même sur n-1 et C. Donc je calcule factoriel de n-1 sur le canal C. Et en parallèle, j'écoute sur ce canal C pour recevoir une réponse Z. Quand je reçois Z, et Z ça va être factoriel de n-1, alors j'envoie sur mon canal de retour n multiplié par Z. Donc vous voyez l'idée ici, c'est que vous avez une discussion de cas, mais dans le cas qui n'est pas le cas de base, vous vous rappelez vous-même. Donc vous avez une fonction récursive, d'accord, une réplication qui contient un output sur elle-même à l'intérieur de son code.
Alors sur quelque chose de plus petit, hein, donc ça va terminer. Mais l'idée c'est que quand vous appelez dans un client factoriel de 3 sur le canal D, d'accord, donc ça c'est F, parallèle de F, alors vous allez créer, donc ce F va rester, et vous allez créer un UC0 factoriel de 2 sur le canal C0, et sur C0 vous recevez Z et vous envoyez sur D 3 fois Z. On peut l'appeler Z0 aussi si vous voulez. Et là vous continuez, donc ça va faire un UC0 F factoriel de 1 C1. Sur C1 vous recevez Z1 et vous envoyez sur C0 2 fois Z1, et puis il reste encore sur C0 vous envoyez Z0, et à D vous envoyez 3 fois Z0. Et après ça continue, etc., etc. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que vous allez avoir factoriel qui va l'appel de factoriel va descendre jusqu'à avoir un C4 bar de 1, qui va ensuite parler à C4, qui va multiplier en envoyant un C3 1 fois 1, puis qui va multiplier en envoyant un C2 2 fois 1, puis 3 fois 1, et ça va remonter jusqu'ici. D'accord? Donc j'ai défini une fonction récursive dans la syntaxe du PyCalcul. Donc un serveur qui calcule une fonction f, mais qui ne supporte que 3 appels simultanés. Alors comment on peut faire ça? Comment on peut maintenir un nombre d'appels limite? On peut écrire notre fonction f, un serveur qui calcule notre fonction f, donc un s qui attend un canal, qui attend un n, un c, et qui fait un f bar, un c bar de f de n. Et alors on peut utiliser des tokens. Par exemple, on va mettre où est-ce qu'on peut mettre un token, ou un endroit? On va le mettre au début du serveur. On va mettre un T au début du serveur, et ensuite on va mettre un T bar qu'on relâche ici. Et en parallèle, on va mettre 3 T bars dans la soupe. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait au TD2 quand on avait découvert CCS. Si vous avez ce serveur qui est protégé par un token devant. Et du coup, ce qui se passe au début, c'est que vous pouvez consommer ces 3 tokens pour avoir la réplication initiale qui ne va pas bouger, et vous pouvez avoir 3 copies du corps du serveur. Et vous avez ces trucs-là 3 fois. Et ensuite, quand vous recevez quelque chose, vous envoyez le résultat. Alors peut-être on peut faire un truc avec un point ici, à la place du parallèle. Peut-être c'est plus subtil de faire ça. Voilà. Et à ce moment-là, vous attendez que... et du coup, ça veut dire que j'ai pas besoin des parenthèses ici. Ça veut dire que vous attendez que le client ait récupéré sa réponse avant de relancer un token. Donc vous pouvez servir 3 clients en même temps. Quand il y en a un qui demande le calcul au serveur, il récupère le résultat ici et ça libère un T-bar. Du coup, le T-bar peut rejouer avec le bang et refabriquer une copie de ce truc-là en parallèle. Donc vous utilisez des outputs libres comme token pour déclencher des réplications, et vous les récupérez une fois que vous avez fini ce que vous voulez dans la réplication. Ça, c'est l'idée de comment on fait pour limiter le nombre d'appels à un serveur. Alors, quelque chose qui génère des canaux, donc qui envoie des canaux frais quand on l'appelle. Donc ce serait un serveur S qu'on contacte avec un canal de retour R qui fait nu C R bar de C.
D'accord? Regardez ce serveur. Je l'appelle sur son nom S avec un canal de retour R. Donc j'ai un client en face qui veut un nom frais et qui dit bonjour, est-ce que je pourrais avoir un nom frais sur C1? Donc on va dire que C1 est privé à ce client-là. Et après, il reçoit son canal sur C1 et après il peut faire un X bar parallèle X par exemple. Donc l'idée sous-jacente là, c'est que à chaque fois que je suis contacté, je crée un nouveau nom C. Vous vous souvenez que c'est pas les mêmes ces noms C là parce que à chaque fois que je crée une copie du corps de ma réplication, bah, c'est moralement un C différent. Et ensuite ce nouveau nom C, et je suis sûr que ce C différent-là, il est différent de tous les autres parce qu'il y a un U devant. Il est privé uniquement au spawn de la réplication que je récupère. Et donc là, j'envoie sur le canal de retour ce nouveau nom C, et là je suis sûr que le nom X que j'ai récupéré ici, il est frais. Il peut pas, il peut pas être, il sera pas utilisé par quelqu'un d'autre, il n'est pas déjà utilisé. Donc j'ai un générateur de noms frais, un système qui broadcast une information sur 3 canaux passés en argument. Donc vous avez quelque chose du type... Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Peut-être c'est ça. Alors, encore une fois, hein, le cahier des charges est en français, et donc c'est pas clair de exactement ce qu'on veut. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses à ces questions. Donc je lui passe 3 canaux, C1, C2, C3, et je fabrique un truc qui broadcast et ensuite qui reçoit une information, donc R de I, point C1 bar de I, C2 bar, C3 bar de I. Euh, où j'en étais où donc voilà. Donc là, vous avez votre coup classique de vous recevez en paramètre 3 canaux, C1, C2, C3, sur le canal de broadcast, et après vous fabriquez une réplication qui attend des informations sur R, et qui, à chaque fois qu'elle reçoit une information sur R, les envoie à C1, C2, C3. D'accord? Donc vous broadcastez une information sur des canaux passés en argument. Un serveur qui divise l'argument d'une requête en n parties, calcule la fonction f sur chaque partie, calcule la fonction g à partir des n résultats. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ça doit être un truc du genre S, N, non, on peut mettre N, S, D pour donner, R. Ensuite, il faut que je dise que D est égal à D1, D2, Dn. Donc ça, c'est la fragmentation de D en n parties. Calcule F sur chaque partie, donc ça veut dire que je fais un U C1, Cn. J'envoie au serveur S de tout à l'heure, hein. On se souvient du serveur S, donc lui je vais l'appeler seconde. J'envoie S bar de D1 C1 parallèle S bar de D2 C2 parallèle S bar de Dn Cn. Et de l'autre côté, je récupère C1 de Y1, C2 de Y2, C3 de Y3, Cn de Yn et R bar de G de Y1 et Yn. Donc c'est juste pour vous dire un schéma de MapReduce en bicalcul à quoi ça ressemblerait. J'ai un serveur qui reçoit une donnée D et un canal de retour sur lequel elle doit faire le résultat du MapReduce. La fonction à map c'est F, la fonction pour reduce c'est G. Qu'est-ce qu'elle fait?
elle casse D en D1, Dn. Donc ça, c'est de la manipulation de données qu'on ne peut pas vraiment représenter directement à l'échelle du pi-calcul. Hein. Je vous rappelle, le pi-calcul pur, il n'y a même pas d'entier, il n'y a même pas de type de base, c'est juste des noms qui envoient des noms. D'accord? Évidemment, pour représenter les choses, modéliser les choses, on a besoin de... Enfin, c'est plus pratique d'utiliser des types de base, et dès qu'on a des types de base, on a envie de les manipuler. Et l'idée qu'il y a ici, c'est de manipuler les données en disant c'est une donnée qu'on peut couper en petites données pour faire le map, et on peut ensuite le reduce. Donc on reçoit un D qu'on découpe en D1, Dn, et après on crée n canaux privés, et on va appeler le serveur S de tout à l'heure sur chacun, sur chaque partie de la donnée, avec à chaque fois un canal différent. Et ensuite, on va récupérer les résultats de S sur D1, Dn, et on les récupère sur les C1, Cn qu'on a passés, et on les appelle Y1, Y2, Yn, et on calcule un G de ces Y1, Yn, c'est le reduce, et on envoie le résultat du reduce à R. Donc l'idée, c'est pas dans les détails, évidemment, mais c'est dans le principe général de je peux représenter du broadcast, du map reduce, du calcul indépendant, de la concurrence et ce genre de choses en pi-calcul. Donc l'idée de cet exercice, c'est plutôt de vous montrer qu'avec ce formalisme très mathématique, très formel, on est capable de modéliser la partie comportementale de protocoles ou de programmes distribués courants, d'accord? Mais il faut bien avoir conscience qu'on se place à un niveau d'abstraction très haut, parce qu'on regarde uniquement les interactions et le comportement des processus, et pas leur syntaxe la partie séquentielle. Alors, donc on fera pas HOPI, donc on finit par des équivalences. Je vais essayer d'en faire un maximum, et surtout d'en faire des intéressantes. Ok, donc la première, elle n'est pas intéressante parce que... la première est pas intéressante parce que c'est du CCS et qu'on l'a déjà fait en CCS et donc vous avez l'habitude. Donc on va regarder un peu à partir de la deuxième ce qu'on peut dire sur ça. Attendez, hop. Page. Alors, regardons maintenant si on peut se faire des bisimulations ou des choses avec lesquelles on est à l'aise. Avec d'un côté le processus A de x, point x parallèle b bar, et de l'autre côté le processus A de x, point... Ok, je vais en faire un avant pour vous montrer comment on réduit. Avant, je vais vous montrer, j'aurais dû vous le montrer en cours en fait. Je vais vous montrer A de x, point b bar parallèle x. Attendez, c'est quoi mon exemple favori? A de x, point x, point x bar plus x bar, point x. A de x. Ah non. Allez, celui-là.
Ok. Alors, donc, voilà ces deux processus, donc il faut les comprendre. Le premier, il reçoit x sur a, et ensuite il devient le processus qui soit fait x puis b bar, soit fait b bar puis x. Et celui-là, il reçoit x sur a, et il devient le processus qui fait en parallèle x et b bar. D'accord? Donc je le donne des fois, enfin je l'ai déjà donné en examen, et j'ai des étudiants qui m'ont dit, regardons ces deux trucs-là, x.b bar plus b bar.x, son LTS, c'est de faire soit x, soit b bar. S'il fait b bar, il devient x. S'il fait b bar, il devient x. S'il fait x, il devient b bar. Hein, ça, il n'y a pas vraiment de secret. Et si jamais il est b bar, il devient 0. Et s'il est x, il fait x, il devient 0. Bon, super. Ça, c'est x parallèle b bar. Et puis l'autre, c'est x. Donc c'est x.b bar plus b bar.x. L'autre, c'est x parallèle b bar. Soit il fait x, il devient b bar. Soit il fait b bar, il devient x. Soit lui, il fait b bar, il devient 0. Lui, il fait x, il devient 0. Il n'y a pas d'arnaque parce que lui peut pas faire taux, mais lui non plus peut pas faire taux parce que x peut pas parler avec b bar. D'accord? Donc vous dites, ces deux processus ont le même LTS. Super. Ils sont bisimilaires forts. Hein, et ça, c'est vrai. Vous avez raison. Ces deux processus sont bisimilaires forts. Et j'ai des étudiants qui m'écrivent, du coup, enfin, là, on a un A de x, c'est-à-dire le même préfixe qui est devant deux processus qui sont bisimilaires forts, donc ils sont bisimilaires forts. D'accord? Ils utilisent le fait que la bissimulation est une congruence, que quand on rajoute des préfixes devant, alors on maintient la bissimulation. Sauf que la bissimulation n'est pas une congruence en pi-calcul, et que ça marche pas. Ces deux processus-là sont pas bisimilaires forts. Est-ce que quelqu'un peut expliquer informellement pourquoi ces deux processus ne sont pas bisimilaires? Donc, vous avez une certaine maîtrise de la bissimulation dans le cadre de CCS, d'accord? Et là, on est sur la première instance de réfléchir à la bissimulation dans le monde de pi. Donc on n'est plus dans CCS, on est dans le monde de pi. Le monde de pi, la différence avec CCS, c'est qu'on reçoit et qu'on envoie des messages. Et dans le monde de pi, il va se passer quelque chose qui font que, alors que ces deux processus qui sont là et là ont le même LTS, on va avoir deux processus ici qui ne sont pas bisimilaires. Entre autres, s'ils ne sont pas bisimilaires, ils n'ont pas le même LTS. Hein. Ça, c'est toujours vrai. Alors, est-ce que vous voyez ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que lui est pas bisimilaire à lui? Qu'est-ce qui fait que lui peut se comporter d'une manière de laquelle lui peut pas se comporter, ou vice-versa? Les deux peuvent communiquer avec l'extérieur et les x sont dépendants de la valeur qu'on envoie au canal A, donc en fonction de comment c'est pas différent au final. Donc c'est parfait, c'est exactement ça qu'il faut dire. Ce x qui est ici, hein, là, si je considère ces deux processus-là, x c'est x. Mais maintenant, x ici, c'est un nom lié. Donc ce x, il dépend de ce qui va se passer avec l'extérieur. Et il y a des cas où vous allez avoir la même chose ici et là. Si jamais j'envoie C sur A, ici ça va faire C.B bar plus B bar.C, et ici C parallèle B bar, ça va être pareil. Mais si j'envoie B sur A, il va se passer deux choses différentes. Donc c'est ça qu'il faut exprimer, et on l'exprime en dessinant leur LTS. Et alors comment on fait pour dessiner le LTS du pi calcul? Et en fonction des questions qu'il y a eu tout à l'heure pendant le cours, vous avez peut-être compris qu'il y a une difficulté qui est la difficulté du branchement infini. D'accord? Il existe une infinité de processus qui sont atteignables depuis celui-là. D'accord? Quand je suis dans ce processus-là, je peux recevoir B sur A. Je peux même recevoir A sur A. Je peux recevoir C sur A. Je peux recevoir W sur A. Je peux recevoir saucisse sur A. Donc je peux recevoir tous les noms possibles sur A. Donc il faut que je dessine un processus, un LTS infini. Et c'est pas évident, et on n'a pas envie de le faire, de dessiner des processus infinis, mais on est quand même obligé de le faire. Alors comment je vais dessiner mon processus infini? Je vais le dessiner par cas. Je vais essayer de trouver est-ce qu'il y a un cas particulier, et je vais dessiner le cas particulier, et est-ce que tous les autres cas sont pareils? Et à ce moment-là, je vais trouver un raccourci pour décrire tous les autres cas. Donc là, vous avez compris, si vous êtes malin, que le cas particulier,
c'est quand je reçois un B. Quand je reçois B sur A, qu'est-ce que je deviens? Je deviens B.B bar. Non, attendez, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, non. Parce que là, il n'y a pas de cas particulier. C'est plutôt de l'autre côté, où je vais faire toutes les possibilités de recevoir un V quelconque sur A, et V différent de B. Et ici, je vais faire le cas particulier de recevoir B sur A. Donc je fais une discrimination entre est-ce que je reçois n'importe quel nom, mais qui n'est pas B, ou est-ce que je reçois B. Si je reçois n'importe quel nom qui n'est pas B, alors ce que j'ai, c'est V parallèle B bar. Et V parallèle B bar, ça fait V pour devenir B bar pour devenir V, B bar ça fait B bar pour devenir 0, et V ça fait V pour devenir 0. Et ça ne peut pas faire de taux ici. D'accord? Parce que V n'allait pas avec B bar, vu que V n'est pas B. Maintenant, il y a le cas. Donc là, il y en a une infinité des bonhommes. Hein. Il y a C, C1, C2, C3, B0, W, ceci, ce machin. Il y a une infinité de bonhommes à cet endroit. Par contre, là, il y a un cas particulier que j'ai retiré de mon infinité. C'est si jamais je reçois B sur A. Donc là, c'est si je reçois V qui n'est pas B sur A. Et là, si je reçois B sur A. À ce moment-là, je deviens B parallèle B bar. D'accord? Et B parallèle B bar, ça fait soit B pour devenir B bar, soit B bar pour devenir B. Et ensuite B bar, ça fait B bar pour devenir 0, et B, ça fait B pour devenir 0. Mais B parallèle B bar, ça peut aussi faire taux pour devenir 0. Donc si jamais je reçois un B après sur A, le LTS suivant, c'est ça. Si jamais je reçois autre chose sur A, le LTS, c'est ça. Vous voyez, c'est pas les mêmes. Hein. Là, il n'y a pas le taux au milieu. Donc, le LTS de ce processus-là, c'est ça. Il y a une infinité de flèches qui partent de lui et qui arrivent sur ça. Et il y a une flèche qui part de lui et qui arrive sur le losange avec une barre au milieu. Lui, c'est un peu pareil. Lui, c'est un peu pareil. Sauf que je ne vais pas faire de distinction de cas. Lui, dans tous les cas, peu importe ce qui arrive sur A, il devient VB bar plus B bar V, que V soit B ou un autre. Hein. Et à chaque fois, soit il fait V, il devient B bar, et ensuite il fait B bar, il devient 0, soit il fait B bar, il devient V, et ensuite il fait V, il devient 0. Donc lui, il a une infinité de flèches qui partent de lui pour tous les noms possibles, et à chaque fois il devient un losange. Lui, il a une infinité de flèches qui partent pour tous les noms possibles, pour tous les noms sauf B, il devient un losange, et pour le nom B, il devient un losange avec une barre au milieu. Donc leurs LTS sont différents. Et en plus, ils ne sont pas bisimilaires. Et pourquoi ils ne sont pas bisimilaires? Alors lui, je l'appelle P1, lui, je l'appelle Q1. Si Q1 fait AB, il devient B parallèle B bar. Donc à ce moment-là, P1, il est obligé de faire AB, et il devient B.B bar plus B bar.B. Et à ce moment-là, lui, je vais l'appeler Q2, lui, je vais l'appeler P2. Donc, si jamais si jamais ils sont bisimilaires, ça veut dire que P1 et Q1 sont en relation, et la relation est une bissimulation. Donc, par nécessité, P2 et Q2 sont aussi dans la relation. Or, P2 ne peut pas faire taux, alors que Q2 peut faire taux. Donc là, on a trouvé un bonhomme qui marche, on a montré qu'ils n'étaient pas bisimilaires. Mais, je me suis tapé un truc un peu embêtant, c'est que, j'ai dû construire un LTS avec un branchement infini, et ça, j'aime pas. Et 2, j'ai dû raisonner par nécessité pour montrer que dans tous les cas, si lui faisait ça, etc. Bon, là, c'était pas trop grave la nécessité, mais c'est un peu embêtant. Or, je vous ai montré en cours une technique intéressante pour vous en sortir. Cette technique intéressante, c'est la capacité de dire que vous allez utiliser un testeur et l'équivalence barbu plutôt que de regarder directement. Et donc, quel processus je peux utiliser pour tester P1 et Q1? Quel processus R je peux mettre en parallèle de P1
et en parallèle de Q1 qui va exhiber à un moment une chose que Q1 pourra faire et une chose que P1 pourra pas faire. Est-ce que vous avez une idée de ce processus test que je peux mettre en parallèle de P1 et en parallèle de Q1 et qui va exhiber la différence entre les deux, qui va le tester correctement. Normalement, si vous avez compris ça, vous avez compris comment je peux tester P1 et Q1 en mettant en face un truc qui va révéler la différence. Non? Pas d'effet pédagogique. Alors la différence, elle est où? On regarde dans ce qu'on a fait tout à l'heure, la différence c'est que lui, il se comporte pas pareil si c'est un B ou si c'est autre chose, alors que lui, il se comporte tout le temps pareil. Très bien, vous avez raison, il faut mettre quelque chose qui envoie du B en parallèle. Donc on va prendre R égale A bar de B, et on va regarder d'un côté A bar de B parallèle A de X point B bar plus B bar point X, et de l'autre côté on va regarder A bar de B parallèle A de X point B bar point parallèle X. Et là ce qui est bien, c'est que maintenant on n'a plus besoin de faire des LTS. On a juste besoin de regarder les barbes et les réductions. Les barbes, c'est facile. Lui, il a comme barbe A bar et A. Lui, comme barbe, il a A bar et A. Bon, ils ont les mêmes barbes, ça c'est bien. Maintenant, on va faire une réduction dans lui. Lui, il fait une réduction taux. Et ensuite, une fois qu'il fait une réduction taux, il arrive sur B.B bar plus B bar.B. Lui, il peut faire une réduction taux aussi. Il arrive sur B bar parallèle B. D'accord? Lui, ensuite on regarde les barbes. Lui, il a B comme barbe et B bar comme barbe. Lui, il a B comme barbe et B bar comme barbe. Donc là, on est bon. Et par contre, lui, il peut faire taux. Et lui, il peut pas faire taux. Donc il casse la règle de la bissimulation barbue. La bissimulation barbue, s'il y en a un qui fait taux, l'autre peut faire taux aussi. Donc ils sont pas bisimilaires barbus. Donc, si RP1 et RQ1 sont pas bisimilaires barbus, c'est que P1 et Q1 ne sont pas équivalents barbus. Et par théorème de caractérisation, ça veut dire que P1 et Q1 ne sont pas bisimilaires. Et du coup, j'ai montré l'absence de bisimilarité directement. Donc, j'espère que vous comprenez l'intérêt d'utiliser cette équivalence barbue. C'est que c'est une équivalence qui permet de montrer plus simplement que deux choses ne sont pas bisimilaires, parce que quand on est en présence du pi-calcul, pour montrer que deux choses sont bisimilaires, il faut quand même écrire leur LTS d'abord, et écrire le LTS de choses qui font des inputs, ça suppose d'écrire un branchement infini, d'écrire une infinité de possibilités pour réduire à partir d'un processus avec un input. Alors maintenant, je vais essayer de voir si je peux faire rapidement d'autres trucs intéressants, notamment celui-là. A de x, A de y, x bar parallèle y, A de y, A de x. X bar. Ouais, on peut essayer de faire celui-là. Donc lui, c'est A de x, point A de y, point x bar parallèle y. Et lui, c'est A de y, A de x, point x bar parallèle y. Et là, bon, premier coup d'œil, on a des processus qui font deux réceptions sur A, et ensuite il y en a un qui fait une émission sur un truc qu'il a reçu, puis une réception, et l'autre fait la même chose, sauf que la différence, c'est que lui fait une émission sur le premier truc qu'il a reçu, et une réception sur le deuxième, alors que lui fait une émission sur le deuxième truc qu'il a reçu, et une réception sur le premier. Donc on se doute qu'ils vont pas être bisimilaires, hein, parce que une réception, c'est pas une émission, donc que l'ordre des deux processus va influer. L'ordre des deux préfixes va influer. Donc comment on fait pour manipuler ça? Soit on se doute tout de suite que c'est pas une bissimulation, et dans ce cas on passe directement au petit raccourci que je vous ai montré avec au raccourci que je vous ai montré avec l'équivalence barbue.
soit on essaye d'écrire les LTS. Alors essayer d'écrire les LTS, c'est compliqué. Alors, on va dire que lui, il peut se réduire de plein de manières différentes. Est-ce qu'il y en a une qu'on a envie de mettre en exergue? Pas forcément, et donc on va dire qu'il se réduit en faisant un AV en AY V bar de Y. Et ensuite, lui, chacun de ces bonhommes-là se réduit d'une infinité de manières différentes en recevant un W et en récupérant un V bar de W. Et ensuite, lui, il se réduit de plein de manières différentes avec AV. Il devient AX.X bar de V. Et chaque bonhomme se réduit d'une infinité de manières différentes avec un certain W. Et il devient W bar de V. Alors, le problème, c'est que on pourrait faire... Là, en fait, il y a un cas différent. C'est le cas où on reçoit V à nouveau. D'accord? Là, il faudrait mettre W différent de V. Et là, on a V parallèle V bar. Et là, en ce moment, on peut faire un taux. Mais il existe aussi ici, ce cas. C'est le cas où V est égal à W. Là, c'est V différent de W. Pardon, là, c'est A. AV, pardon. On récupère V parallèle V bar. Et ici, on peut faire taux et arriver en 0. Bon, ça, c'est pas trop mal. Mais on se perd un peu dans ce V bar de W. Parce que là, on peut dire, lui, lui, il est capable de faire V. D'accord? Et capable de faire W. Et ensuite, capable de faire W, capable de faire V, capable de faire 0. Donc tout cela maintenant, ah oui, lui aussi. Et ensuite, on récupère plein de losanges, à gauche, à droite. Mais après, il faut être capable de dire que ce W bar qu'on fait là, c'est le premier qu'on a reçu. Et là, on perd un peu de visibilité dans le raccourci qu'on a écrit. Par exemple, il faudrait montrer que sur la branche spécifique C0, par exemple, si je reçois C0 et que je reçois C1, ensuite je suis capable de faire C0 bar, mais je ne suis pas capable de faire C1 bar. Alors que lui est capable de faire ça. Donc je m'embrouille un peu, et puis je dois essayer de construire une simulation en regardant tous les cas possibles parmi ces choses-là. Donc c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce qu'on sait faire pour prouver que deux systèmes ne sont pas bisimilaires. On utilise la caractérisation par l'équivalence barbu. Et pour ça, on doit trouver un processus test qu'on peut mettre à côté de chacun des deux processus et qui va montrer que ces deux processus ne sont pas équivalents. Alors là, si vous avez compris qu'est-ce que c'est le processus test, là c'est facile, il suffit, là on fait un X bar sur le premier, alors que ici on fait un X bar sur le deuxième, donc il suffit de faire quelque chose qui envoie deux choses différentes, mais pas les mêmes. Donc on va prendre comme R A bar de C0, point A bar de C1. Et ensuite, on va mettre R à côté de... Lui, on va l'appeler P2. Lui, on va l'appeler Q2. R à côté de P2 et R à côté de Q2. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, on regarde les barbes. Donc là, les barbes, ça va être les mêmes. Ça va être A bar et A. Là, ça va être A bar et A. Ensuite, on peut faire une réduction taux. Une réduction taux ici. On arrive dans quelque chose qui va avoir comme barbe toujours A bar et A. Toujours A bar et A. Et ensuite, on va faire une autre réduction taux. Une autre réduction taux. Ici, on va arriver dans le processus C0 bar C1. Et ici, on va arriver dans le processus C0 C1 bar. Et lui aura comme barbe C0 bar et C1. Lui aura comme barbe C0 C1 bar. Et ça suffit. On s'arrête là.
et on montre que les ensembles de barbes sont différents. Donc si lui fait un taux, lui est obligé de faire un taux comme ça. Si lui fait un autre taux, lui est obligé de faire le taux comme ça. Et à la fin, on arrive dans deux processus qui n'ont pas les mêmes barbes. Donc c'est beaucoup plus facile de montrer que ces deux processus-là ne sont pas bisimilaires en utilisant la caractérisation de la bisimilarité par l'équivalence barbue, plutôt que de se lancer dans la description du LTS de cette chose-là, et de montrer que dans une des branches du LTS, qui serait celle où on prend 0 plus C1, on obtient dans un cas un losange où il est capable de faire 0 bar, et dans l'autre cas un losange où il est capable de faire C0 et C1 bar. D'accord? Donc vous pouvez le faire avec les LTS, c'est juste que c'est super long à dessiner, c'est compliqué à dessiner, et pour montrer qu'ils sont différents, il faut que vous identifiez une branche particulière et montrer qu'il ne se passe pas la même chose ici et là, pour dire que c'est pas les mêmes. Enfin, c'est même pas ça, c'est qu'une fois que vous avez que c'est pas les mêmes LTS, il faut ensuite que vous jouiez à la bissimulation dans ces LTS pour montrer que vous aboutissiez à une contradiction quoi qu'il arrive. D'accord? C'est plus simple de trouver le processus test, de le mettre à côté des deux processus et de faire que des réductions. Donc là, plus besoin de faire des transitions. On fait que des réductions et on montre qu'à un moment, il y a des barbes d'un côté, il n'y a pas les mêmes barbes de l'autre côté. D'accord. Je peux continuer un petit peu pour ceux qui veulent dépasser 13 heures et vu que j'ai commencé plus tard. Et donc ces deux processus-là sont bisimilaires forts parce que c'est les mêmes. Hein. Donc je reçois X, je reçois Y, je fais X bar, Y bar, je reçois Y, je reçois X, je fais X bar, Y bar. Vous pouvez renommer l'un en l'autre. Hein. Vous pouvez changer Y en Z, puis X en Y, puis Z en X, et vous retombez sur le même processus. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je peux faire avant la fin? Donc le premier, on a dit, et puis les deux autres, ça je pense que je peux le faire. Alors, d'un côté, j'ai A de X, point X parallèle B bar, et de l'autre côté, j'ai A de X, point BX plus X, point B bar. Ah oui, il y aurait plus A de X, point BX plus B bar X plus X, point B bar. Donc ça ressemble un peu à celui de tout à l'heure, et c'est comme si on avait essayé de réparer celui de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que lui, on le connaît, lui. On sait ce qu'il fait. Lui, il a une infinité de manières différentes de se réduire quand il reçoit un V qui est différent de B. Quand il reçoit un V qui est différent de B, il devient V parallèle B bar, et ce truc-là, ça fait un diamant. D'accord? Donc, il a une infinité de manières de se réduire dans une infinité de diamants différents. Et il a une manière particulière de se réduire en un, c'est quand il reçoit B, en un diamant avec une barre au milieu. Quand il reçoit B, il devient B parallèle B bar, donc il devient cette chose qui fait soit B bar, et ensuite qui peut aussi faire tau. Donc soit il reçoit un truc différent de B, il devient ça, soit il reçoit un B et il devient ça. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il se passe la même chose de l'autre côté? Alors lui, on voit que il a une manière de faire un diamant, c'est ça, bx plus x b bar, et une manière de faire un losange. D'accord? Mais le problème, c'est que cette manière, elle est non déterministe. Donc en fait, soit c'est le bleu qui soit c'est le bleu qui joue, et à ce moment-là, peu importe ce qu'on reçoit, V, que V soit B ou pas B, il fabrique un diamant. Soit on joue avec le rouge, et d'une infinité de manières qu'il a de se réduire, peu importe ce qu'on récupère, que ce soit B ou pas, il récupère un diamant sans barre. D'accord? Donc là, vous voyez, les LTS sont pas les mêmes. Lui, il a une infinité de branches qui amènent dans des diamants, avec tous les noms sauf B, et quand il reçoit un B, il fait un diamant avec une barre. Lui, il a une infinité de branches, que ce soit B ou pas, qui amènent dans un diamant avec une barre, et une infinité de branches qui amènent dans un diamant sans barre. D'accord? Le premier B dans le terme de droite, j'ai oublié le B bar, merci.
J'avais oublié là aussi ou pas? Non, c'est bon. Donc voilà. Merci beaucoup. Et, euh, et donc voilà. Donc l'idée c'est que effectivement là il y a des losanges et des losanges avec des barres. Là il y a des losanges avec des barres et des losanges, mais c'est pas du tout la même chose. Ici le fait qu'on soit dans le losange avec une barre, c'est décidé par ce qu'on reçoit. Alors ici le fait on arrive dans le losange avec une barre, c'est décidé avec le côté des deux qu'on a pris. Du coup normalement ça devrait pas être trop compliqué de discriminer ces deux processus. On va le faire avec la technique de l'équivalence barbue, et on va utiliser comme R, comme processus test, A bar de B. D'accord? Donc par exemple, on va commencer, donc lui on l'appelle P3, lui on l'appelle Q3, et on va dire si je prends Q3 parallèle R, je peux faire une réduction rouge. J'ai le droit de faire une réduction rouge dans Q3 parallèle R, c'est-à-dire dans Q3 parallèle A bar de B. Et à ce moment-là, je deviens B bar.B plus B.B bar. À ce moment-là, je dois répondre à cette réduction rouge dans P3 parallèle R. Alors, je dis réduction, mais en fait, c'est des transitions avec un taux, ce qui est la même chose, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais pour faire, comment je peux faire taux dans P3 parallèle R? Dans P3 parallèle à barre de B. Bah, je suis obligé de faire jouer lui et lui, hein. Il y avait un choix dans Q3, et ce choix, je l'ai choisi au moment de faire le rouge. Je suis obligé de le faire ici, donc j'arrive dans B bar parallèle B. Et là, on peut s'arrêter et dire qu'on a déjà vu en exercice que ces deux choses-là ne sont pas bisimilaires. Donc ça veut dire, et d'ailleurs on peut même, on n'est pas obligé de faire ça parce que on peut dire que lui peut faire taux et lui ne peut pas faire taux. D'ailleurs, on pourrait, oui, ça s'arrête directement. Donc là, j'ai trouvé mon processus test. J'ai fait un choix ici. Alors c'est important, hein. On a pris comme processus test A bar de B, donc il fallait bien faire le choix rouge ici pour montrer que les processus étaient différents. On aurait pu faire aussi avec R' égale A bar de C, par exemple. Avec R' égale A bar de C, on aurait mis Q3 parallèle R', et on aurait choisi le choix bleu. Si je choisis le choix bleu, j'arrive sur B bar de C plus C.B bar plus taux. Et là, je peux faire un taux. Alors que si jamais je mets R' à côté de P3, alors je peux juste faire un taux et arriver en C parallèle B bar qui ne peut pas faire taux. D'accord? Donc j'ai deux manières, enfin j'ai deux manières, j'en ai plein, mais j'ai deux schémas de manière de tester que ces deux processus sont pas bisimilaires en utilisant la technique de l'équivalence barbue. Soit je les teste avec A bar de B, mais à ce moment-là, je fais attention de prendre le losange sans barre dans ce côté-là, et ensuite lui ne peut répondre que par un losange avec barre, donc c'est pas les mêmes. Soit je teste avec A bar de C qui n'est pas B, d'accord? Et à ce moment-là, ici, je fais bien attention de prendre la partie bleue, le losange avec barre, et lui, je suis obligé de prendre la partie qui n'est pas B, donc le losange sans barre. D'accord? Donc c'est un peu abstrait, mais ça donne globalement une idée de comment on s'en sort en utilisant l'équivalence barbue pour montrer que deux trucs ne sont pas bisimilaires. Alors, j'essaie d'en faire un autre. Alors, je fatigue un peu, mais j'essaie d'en faire un autre quand même avant d'arrêter. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? NUA 1 de X, BB1 et BBB. Alors BBB, c'est facile. C'est celui qui fait B bar, puis B bar, puis B bar. Alors, son LTS est connu, est largement connu. Ça fait B bar, B bar, B bar. Alors lui, son LTS, je vais pouvoir le montrer en picalcul sans trop de problèmes grâce à ce NUA. Je vais pas avoir de branchement infini, et ça c'est plutôt cool, parce que, euh, parce que cette réception-là, elle est sur un nom qui est privé. Donc ça veut dire que je ne peux pas recevoir un C sur A, je ne peux rien recevoir sur A depuis ce processus, parce que le nom A est privé. Donc du coup, je ne vais pas devoir me trimballer des horreurs de LTS comme ça, donc ça va être jouable de regarder les LTS ici. Alors je regarde les LTS ici, et je vois que lui peut se réduire de trois manières différentes qui vont être identiques, puisque les trois processus-là sont identiques, en donnant, en passant ce A bar avec ce A. Et du coup, je récupère un UA
nu a de x.x bar. Parallèle, il m'en reste 2, dA bar de b. Et j'ai récupéré, et il y en a un qui est mort pour se sacrifier pour récupérer un x bar, c'est-à-dire un b bar. À ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer? Soit je fais b bar et j'arrive dans nu a. La réplication, je l'appelle R, a bar de b, a bar de b. Soit je refais une des deux, ça c'est des taux, je refais un des deux taux là, et j'arrive dans... J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait ou qu'on a fait un truc assez similaire. Oui, je pense qu'on l'a déjà fait en CCS, c'est-à-dire c'était un bang a.b bar et pas un bang a de x.bar, mais c'est pareil. Et j'ai ma réplication, il me reste plus qu'un a bar de b, et là il me reste 2 b bar. Et, lui, je peux encore faire un taux pour aller en UA, R, et avoir mes 3 B bars. Lui, il peut faire un B bar. Et il arrive en UA, R, 1 A bar de B et un seul B bar. Lui, il peut faire un taux pour arriver là. Lui, il peut faire un B bar pour arriver en UA, R, A bar de B, B bar, B bar. Non, c'est de la bêtise que je dis. R, B bar, B bar. Lui, il peut faire un taux pour arriver là. Lui, il peut faire un B bar pour arriver... Pour arriver où d'ailleurs? Pour arriver en R, A bar de B. Qui peut faire un taux pour arriver en U, R, B bar. Lui, il peut faire un B bar pour arriver là. Et lui, peut faire un B bar pour arriver en U, A, R. Voilà. Et donc vous vous souvenez, ça ressemble à ça. Et si vous avez bien compris ce qu'on avait fait l'autre fois, c'est qu'en fait, tous ces termes-là, on peut les mettre en relation avec celui-là. Tous ces termes-là, je vais faire correctement. Tous ces termes-là, je les mets en relation avec celui-là. Tous ces termes-là, je les mets en relation avec celui-là. Tous ces termes-là, avec celui-là. Et le petit dernier, avec celui-là. Et à ce moment-là, donc vous faites votre bit simulation R, vous montrez que c'est une bit simulation. Vous mettez tous les rouges avec les rouges. Tous les bleus avec les bleus, tous les verts avec les verts, d'accord. Et vous avez, c'est facile de montrer que c'est une bisimulation faible, d'accord. Évidemment, c'est pas une bisimulation forte, parce que lui est capable de faire B bar et lui n'est pas capable de faire B bar, il doit faire taux puis B bar. Mais vous montrez facilement que c'est une relation faible en mettant chaque bonhomme rouge avec le bonhomme rouge, chaque bonhomme bleu avec le bonhomme bleu, chaque bonhomme vert avec le bonhomme vert, et les deux bonhommes jaunes ensemble, et vous montrez qu'à chaque fois, vous restez. Je l'ai déjà fait, vous pouvez regarder une vidéo d'un TD précédent où je le fais juste en CCS. Là, c'est pas très différent. On est en pi calcul, c'est juste que ce x là est instancié par b à chaque fois. Mais par contre, on n'est pas en pi calcul ouvert où on doit prendre en compte le fait qu'on peut recevoir une infinité de choses différentes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas recevoir de l'extérieur sur ce A là, on peut juste recevoir de l'intérieur, parce que ce A est caché par ce nu A. D'accord? Donc je m'arrête ici. La semaine prochaine, en cours, on fera les types du pi calcul. En TD, on fera des exercices de type de pi calcul, mais on refera des exercices d'équivalence. Et puis, j'essaierai de corriger typiquement les examens des morceaux des examens de l'an dernier, pour que vous ayez une idée de qu'est-ce qu'on vous demande lors d'un examen en présentiel de pi calcul. Donc merci, j'espère que c'était
De toute façon, c'est abstrait et formel, hein, c'est mathématique. J'espère que c'était compréhensible, mais il faudra que vous repassiez sur les slides et sur les exercices pour bien l'assimiler. C'est vraiment important que vous compreniez au moins la réduction du premier coup, ces choses de comment on réduit des processus. Vous devez les comprendre. Vous devez comprendre aussi la modélisation, pourquoi j'ai dû rajouter des canaux dans mes exemples. Hein, et enfin, il faut que vous compreniez la bisimulation, mais ça demande d'avoir bien compris la bisimulation en CCS et de comprendre pourquoi c'est trop compliqué ces histoires de LTS infini et pourquoi on est obligé de de se réfugier dans la caractérisation de la bisimulation par l'équivalence barbue et pourquoi c'est plus malin d'utiliser l'équivalence barbue. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien que vous compreniez, que c'est quand même plus confortable quand on veut montrer que deux processus ne sont pas bisimilaires d'utiliser l'équivalence barbue parce qu'une seule fois on trouve un processus qui va les discriminer et après on fait plus que des réductions alors que sinon on est face à un gros machin de LTS et c'est plus compliqué à travailler dessus. Je m'arrête là.